Le 23 octobre 2018, à 23h47 précises, le sergent Brice Lacroix de la police nationale de Marseille effectue son dernier contact radio depuis le quartier de la Castellane. Sa voix, calme et professionnelle, résonne une dernière fois dans les haut-parleurs du commissariat du 13e arrondissement. Contrôle, ici unité 7-3, tout est normal dans le secteur. 4 années plus tard, en 2022, un témoin inattendu brise enfin le silence qui entoure cette disparition. Marcel Vignon, un homme sans domicile fixe âgé de 52 ans, se présente spontanément au commissariat avec une révélation qui va ébranler les fondations mêmes de l'institution policière marseillaise. Ce qu'il a vu cette nuit-là dans les ruelles sombres de la Castellane va révéler une vérité si dérangeante qu'elle explique pourquoi un policier expérimenté peut disparaître sans laisser la moindre trace et pourquoi certains secrets valent parfois plus que la vie d'un homme intègre. Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Marseille, 2018. La cité phocéenne vit alors une période particulièrement tendue. Les quartiers nord de la ville, notamment la Castellane, sont le théâtre d'une guerre larvée entre différents réseaux de trafic de stupéfiants. Cette cité, construite dans les années 70 et abritant près de 3000 habitants, est devenue l'un des points de deal les plus actifs de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les tours de béton gris, organisées autour d'une place centrale, forment un labyrinthe urbain où la loi du plus fort règne souvent en maître. Le commissariat du 13e arrondissement, situé avenue de Saint-Antoine, coordonne les patrouilles dans cette zone sensible. Les effectifs, composés de 80 policiers, travaillent en rotation pour assurer une présence continue dans les quartiers. Chaque nuit, 6 équipes de 2 agents sillonnent les rues, maintenant un contact radio permanent avec le centre de commandement. Brice Lacroix, 38 ans, fait partie de ces hommes qui connaissent Marseille comme leur poche. Originaire de Salon de Provence, il a rejoint la police nationale à l'âge de 20 ans, après son service militaire. 18 années d'expérience ont forgé en lui un professionnel respecté de ses pairs et reconnu pour son intégrité. Son physique imposant, 1,85 m, 90 kg, et son regard bleu perçant imposent naturellement le respect lors des interpellations. Marié depuis 12 ans à Sophie, infirmière au centre hospitalier universitaire de la Timone, Brice est père de 2 enfants, Emma, 10 ans, et Lucas, 7 ans. La famille vit dans un appartement de 4 pièces du quartier de Sainte-Marguerite, un secteur résidentiel calme du 9e arrondissement. Sophie, 35 ans, originaire d'Aix-en-Provence, a toujours accepté les contraintes du métier de son mari, même si les horaires de nuit et les risques inhérents à la profession la préoccupent constamment. Au commissariat, Brice entretient des relations cordiales avec l'ensemble de ses collègues. Le capitaine Henri Giraud, 45 ans, dirige l'équipe avec une poigne ferme mais juste. Cet homme aux cheveux grisonnants et à la moustache soigneusement taillée a passé 23 années dans la police, dont 15 à Marseille. Il apprécie particulièrement la rigueur et le professionnalisme de Lacroix. Le lieutenant Paul Mercier, 41 ans, fait équipe avec Brice depuis 3 ans. Cette collaboration fonctionne parfaitement. Mercier, plus impulsif, trouve en Lacroix la stabilité nécessaire pour tempérer ses ardeurs. Originaire de Toulon, Mercier a été muté à Marseille en 2015 après une période difficile dans sa ville natale suite à un divorce compliqué qui l'a éloigné de ses 2 filles. L'atmosphère au commissariat reflète la tension générale qui règne dans les quartiers. Depuis le début de l'année 2018, les saisies de stupéfiants ont augmenté de 30% par rapport à l'année précédente. Les règlements de compte se multiplient, avec 5 homicides liés au trafic de drogue recensés depuis janvier. Cette escalade de violence inquiète les autorités qui ont renforcé les patrouilles nocturnes dans les zones sensibles. Les méthodes de travail suivent un protocole strict. Chaque équipe reçoit un secteur défini à couvrir pendant sa vacation.
Les contacts radio doivent être établis toutes les 30 minutes minimum et tout événement particulier doit être immédiatement signalé. Les policiers portent des gilets pare-balles et sont équipés de radios Motorola dernière génération, permettant une communication cryptée avec le centre de commandement. La Castellane, secteur habituellement attribué à l'équipe Lacroix-Mercier, présente des défis particuliers. Les tours d'habitation, reliées par des coursives et des escaliers multiples, offrent de nombreuses voies d'échappement aux dealers. Les résidents, souvent pris en otage par les trafiquants, hésitent à collaborer avec les forces de l'ordre par peur de représailles. Cette omerta complique considérablement le travail des policiers. Malgré ces difficultés, Brice Lacroix maintient une approche respectueuse envers la population. Il connaît de nombreux habitants par leur prénom et s'efforce de distinguer les honnêtes citoyens des délinquants. Cette méthode, parfois critiquée par ses collègues qui prônent une approche plus ferme, lui vaut néanmoins la reconnaissance de certains résidents qui n'hésitent pas à lui fournir des informations utiles. Le 23 octobre 2018 marque le début d'une semaine de service de nuit pour l'équipe Lacroix-Mercier. La météo, particulièrement douce pour la saison avec une température de 18 degrés, favorise l'activité dans les rues. Les prévisions annoncent un ciel dégagé et une absence totale de précipitations, conditions idéales pour les patrouilles à pied dans les secteurs les plus sensibles. Le mardi 23 octobre 2018, Brice Lacroix entame sa vacation à 21 heures précises. L'appel nominal révèle la présence de tous les effectifs prévus. 6 équipes de 2 agents, plus le personnel de permanence au commissariat. L'ambiance est détendue malgré la tension habituelle liée aux quartiers sensibles. Les informations de la journée font état d'une activité de trafic normale dans la Castellane, sans incident particulier signalé. Brice retrouve son équipier, le lieutenant Paul Mercier, devant leur casier. Les 2 hommes enfilent leurs gilets pare-balles et vérifient leur équipement, radio, matraques télescopiques, bombes lacrymogènes et armes de service. La routine de 20 années de métier transforme ces gestes en automatisme parfaitement huilé. « Encore une belle soirée qui nous attend », plaisante Mercier, en ajustant sa radio sur la fréquence opérationnelle. Brice sourit en retour, mais son regard trahit une préoccupation inhabituelle. Depuis quelques semaines, il semble plus songeur, moins enclin aux plaisanteries habituelles qui ponctuent généralement les débuts de service. À 21h15, l'équipe monte dans leur véhicule de patrouille, une Peugeot 308 blanche immatriculée dans les Bouches-du-Rhône. Brice prend le volant comme à son habitude. Le trajet jusqu'à la Castellane prend 12 minutes par l'avenue de Saint-Antoine, puis la traverse de Saint-Charles. Premier contact radio à 21h30. Contrôle, ici unité 7-3, nous prenons position secteur la Castellane. La voix de l'opérateur répond immédiatement. Reçu unité 7-3, bonne patrouille. Et ces échanges brefs mais essentiels rythment la nuit de tous les policiers en service. La première partie de la vacation se déroule normalement. L'équipe effectue une ronde à pied dans la cité, interpelle 2 jeunes pour vérification d'identité. Contrôle de routine qui ne donne lieu à aucune suite et surveille les points de deal connus. À 22h45, nouveau contact radio. Contrôle, ici unité 7-3, secteur calme, poursuite de la patrouille. C'est à 23h précises que la situation bascule. Brice et Paul observent un mouvement inhabituel près de la tour D de la Castellane. Plusieurs individus s'activent autour d'un véhicule garé dans une zone normalement déserte à cette heure. « On va voir ce qui se passe », annonce Brice à son équipier. Ils décident de quitter leur véhicule pour une approche discrète à pied. Les 2 policiers progressent silencieusement entre les bâtiments, utilisant les zones d'ombre pour ne pas être repérés. L'éclairage public, partiellement défaillant dans cette partie de la cité, joue en leur faveur. Brice, en tête, fait signe à Mercier de se positionner de manière à couvrir une éventuelle voie de fuite. À 23h20, ils parviennent à une distance d'observation optimale. Ce qu'ils découvrent les surprend. 3 hommes en costume sombre transfèrent méthodiquement des sacs depuis le coffre d'une BMW noire vers l'entrée de la tour. Leur comportement organisé et discret détonne avec l'activité habituelle des dealers de rue.
Tu vois ce que je vois? Chuchote Mercier. Brice acquiesce, visiblement troublé. Ces hommes ne correspondent pas au profil habituel des trafiquants du quartier. Leur âge, la quarantaine, leurs vêtements et leurs méthodes suggèrent une organisation bien plus structurée que les réseaux locaux habituels. À 23h35, les 3 individus disparaissent à l'intérieur de l'immeuble, laissant la BMW sur place. Brice prend une décision qui va changer le cours de sa vie. Paul retourne au véhicule et reste en contact radio. Je vais voir de plus près. Cette décision, inhabituelle pour un policier aussi expérimenté que Lacroix, surprend Mercier. Brice, on devrait demander des renforts plutôt que de... Mais son équipier l'interrompt d'un geste de la main. 15 minutes, pas plus. Si je ne donne pas de nouvelles, tu appelles du renfort. 23h40. Brice Lacroix s'approche seul de la tour D. Sa progression, filmée par les caméras de surveillance de la cité, sera minutieusement analysée plus tard par les enquêteurs. Les images montrent un homme prudent mais déterminé, utilisant parfaitement les angles morts pour éviter d'être repéré. 23h47. Dernier contact radio. Contrôle. Ici, unité 7-3. Tout est normal dans le secteur. Cette phrase, prononcée d'une voix parfaitement calme, sera la dernière communication officielle du sergent Brice Lacroix. Paul Mercier, resté près du véhicule de patrouille, attend le retour de son équipier. Les minutes s'égrènent lentement. 23h55, puis minuit. L'inquiétude monte progressivement. À minuit 15, Mercier tente un contact radio discret. « Brice, tu me reçois ?» Silence total. Minuit 30. Mercier prend la décision d'alerter le commissariat. « Contrôle, ici lieutenant Mercier, unité 7-3. J'ai perdu le contact avec le sergent Lacroix depuis 43 minutes. Demande instruction. » La réponse arrive immédiatement. « Lieutenant Mercier, rejoignez immédiatement votre dernière position connue et attendez les renforts. » L'équipe de secours, dirigée par le capitaine Giraud, arrive sur place à 1h du matin. 4 policiers supplémentaires fouillent méthodiquement la zone. Ils découvrent le véhicule de patrouille, moteur encore tiède, portière non verrouillée. À l'intérieur, les affaires personnelles de Brice, son portefeuille, ses clés de maison, sa montre laissée sur le tableau de bord. La fouille de la tour D ne révèle aucune trace du policier disparu. Les résidents, interrogés un par un, affirment n'avoir rien vu ni entendu d'inhabituel. Cette omerta, habituelle dans le quartier, complique immédiatement les recherches. Seule une femme âgée du 5e étage mentionne avoir entendu des bruits de moteur vers minuit, sans pouvoir être plus précise. 2h du matin. Le capitaine Giraud prend la décision de déclencher la procédure d'urgence pour policiers disparus. Cette mesure, rarissime dans les annales de la police nationale, mobilise immédiatement des moyens considérables. Le préfet des Bouches-du-Rhône est informé, ainsi que la direction départementale de la sécurité publique. Les premières heures sont cruciales dans ce type d'enquête. Une cellule de crise s'installe au commissariat du 13e arrondissement. L'inspectrice Claire Fontaine, spécialisée dans les disparitions inquiétantes, prend la direction des opérations sous l'autorité du capitaine Giraud. Cette femme de 34 ans, diplômée de l'École nationale supérieure de police, possède une expérience unique dans ce domaine après 8 années passées au service de recherche des fugitifs. L'analyse des dernières communications radio révèle une anomalie troublante. Le dernier message de Lacroix, diffusé à 23h47, présente un ton légèrement différent de ses communications habituelles. L'expert en analyse vocale, consulté le lendemain, note une tension perceptible dans l'intonation, suggérant un stress inhabituel chez le locuteur. 3h du matin. Sophie Lacroix reçoit l'appel qu'aucune épouse de policier ne souhaite jamais recevoir. Le capitaine Giraud, d'une voix grave et mesurée, lui annonce la disparition de son mari. « Madame Lacroix, je dois vous informer que votre époux n'a pas donné de nouvelles depuis minuit 45. Nous avons déclenché toutes les procédures de recherche. Pouvez-vous nous dire si Brice vous a fait part de préoccupations particulières ces derniers temps ?» Sophie, réveillée en sursaut, peine d'abord à comprendre la gravité de la situation. « Brice, mais il était en patrouille. Comment peut-il avoir disparu ?»
Sa voix tremble progressivement à mesure que la réalité de l'annonce pénètre sa conscience. Il m'a semblé préoccupé ces derniers jours, mais il ne m'a rien dit de précis. Il ne parle jamais vraiment de son travail à la maison. 4 heures du matin. Les recherches s'intensifient. 2 équipes cynophiles arrivent sur les lieux, accompagnées de leurs bergers allemands, spécialisés dans la recherche de personnes. Les chiens, dirigés vers le véhicule de patrouille pour prendre l'odeur de la croix, entament une progression méthodique dans la cité. Résultat troublant. Les chiens perdent la piste de Brice à exactement 70 mètres du véhicule de patrouille, près d'une zone de stationnement habituellement utilisée par les résidents. Cette interruption brutale de la piste olfactive suggère fortement que le policier a pris place dans un véhicule à cet endroit précis. L'analyse de la scène révèle des traces de pneus récentes sur l'asphalte humide de rosée. Les enquêteurs identifient des marques correspondant à des pneumatiques de grande dimension, compatibles avec un véhicule de type SUV ou berline haut de gamme. Ces indices, photographiés et moulés selon les procédures scientifiques standards, constituent les premiers éléments tangibles de l'enquête. Les semaines qui suivent la disparition de Brice Lacroix transforment radicalement la vie de tous ceux qui l'ont connu. L'enquête officielle, menée par l'inspectrice Claire Fontaine, explore méthodiquement toutes les pistes possibles. Les premiers éléments recueillis dessinent le portrait d'un homme sans ennemi personnel, respecté de ses collègues et aimé de sa famille. Sophie Lacroix traverse les étapes classiques du deuil blanc, cette forme particulière de souffrance qui frappe les proches d'une personne disparue. Contrairement au deuil traditionnel, aucun rituel ne permet d'accepter la perte. L'absence de corps, d'explication, maintient un espoir douloureux qui empêche tout processus de guérison normal. Au cours du mois de novembre 2018, Sophie prend un congé sans solde à l'hôpital de la Timone. Son état psychologique ne lui permet plus d'exercer ses fonctions d'infirmière avec la concentration nécessaire. « Je ne peux pas m'occuper des patients quand je ne sais même pas si mon mari est vivant ou mort », confie-t-elle à sa sœur Isabelle, venue s'installer temporairement chez elle pour s'occuper d'Emma et Lucas. Les enfants réagissent différemment selon leur âge. Emma, 10 ans, pose constamment des questions auxquelles aucun adulte ne peut répondre. « Pourquoi papa ne rentre pas ? Est-ce qu'il nous a abandonnés ?» Lucas, 7 ans, développe des troubles du sommeil et refuse catégoriquement de dormir dans le noir, réclamant la présence constante de sa mère. Au commissariat du 13e arrondissement, l'absence de Brice crée un vide émotionnel considérable. Le capitaine Giraud, malgré ses 23 années d'expérience, avoue n'avoir jamais vécu une situation similaire. « Perdre un homme comme Lacroix, c'est perdre une partie de l'âme de cette équipe », déclare-t-il lors d'une réunion de service en décembre 2018. Paul Mercier, l'ancien équipier, porte un fardeau de culpabilité particulièrement lourd. Il se reproche constamment sa décision de laisser Brice partir seul vers la Tourdée. « J'aurais dû insister pour l'accompagner. J'aurais dû appeler les renforts immédiatement », répète-t-il inlassablement lors des séances avec le psychologue de la police nationale. La procédure disciplinaire interne, obligatoire dans ce type de cas, blanchit entièrement Mercier. L'enquête administrative conclut que ces actions ont respecté scrupuleusement les protocoles en vigueur. Néanmoins, cette absolution officielle n'atténue en rien son sentiment de responsabilité personnelle. Les 6 premiers mois de l'enquête explorent systématiquement toutes les hypothèses conventionnelles. La piste du règlement de compte avec des trafiquants locaux est minutieusement étudiée. Les enquêteurs interrogent 143 personnes fichées pour trafic de stupéfiants dans les quartiers nord de Marseille. Aucune ne révèle d'informations exploitables concernant la disparition de Lacroix. L'hypothèse de la fuite volontaire, bien qu'improbable, fait l'objet d'investigations approfondies. L'analyse des comptes bancaires de Brice ne révèle aucun mouvement suspect dans les mois précédant sa disparition. Ses revenus, réguliers et modestes, ne permettent pas d'envisager la constitution d'une réserve financière substantielle. Le couple ne traverse aucune crise conjugale, selon les témoignages concordants de la famille et des amis proches. Une piste internationale est également explorée.
Le fichier des personnes recherchées d'Interpol est consulté, ainsi que les bases de données européennes. Aucun signalement correspondant au profil de Brice Lacroix n'est enregistré dans les pays limitrophes. Cette absence totale de traces administratives renforce l'hypothèse d'un enlèvement suivi d'une séquestration ou d'un homicide. L'été 2019 marque un tournant psychologique pour la famille Lacroix. Sophie, conseillée par le psychologue judiciaire, décide de reprendre progressivement le travail. Cette tentative de retour à la normalité s'avère partiellement bénéfique pour son équilibre mental, même si les questions des collègues ravivent constamment sa douleur. Emma et Lucas, suivis par une pédopsychologue spécialisée dans les traumatismes familiaux, développent des stratégies d'adaptation différentes. Emma, naturellement introspective, se réfugie dans les études avec un acharnement inquiétant. Ses résultats scolaires, déjà excellents, atteignent des niveaux perfectionnistes qui masquent en réalité une angoisse profonde. Lucas, plus extraverti, compense l'absence paternelle en se rapprochant excessivement de sa mère, développant une forme de dépendance affective problématique. Au commissariat, les équipes de patrouille évitent désormais la Castellane autant que possible. Cette réaction, compréhensible humainement, complique néanmoins le maintien de l'ordre dans le quartier. Les trafiquants, conscients de cette frilosité, intensifient leurs activités. Les statistiques de 2019 révèlent une augmentation de 40% du trafic de stupéfiants dans cette zone spécifique. Le capitaine Giraud demande officiellement un renforcement des effectifs en janvier 2020. Sa requête, transmise à la préfecture, se heurte aux contraintes budgétaires habituelles. Comment voulez-vous que mes hommes travaillent sereinement quand ils savent qu'un collègue peut disparaître sans laisser de traces ? Argumente-t-il lors d'une réunion avec le directeur départemental de la sécurité publique. L'année 2020 apporte son lot de fausses pistes et d'espoirs déçus. En mars, un corps masculin découvert dans les calanques de Cassis fait brièvement espérer une résolution de l'affaire. L'identification ADN révèle qu'il s'agit d'un homme d'origine maghrébine d'une trentaine d'années, sans rapport avec Brice Lacroix. En juillet, un témoignage anonyme signale la présence d'un homme correspondant à son signalement dans une station-service de Perpignan. L'enquête de vérification s'avère négative. Ces fausses alertes, fréquentes dans les affaires de disparition, entretiennent un cycle émotionnel destructeur pour la famille. Chaque information potentielle suscite un espoir immédiat, suivi inévitablement par une déception qui approfondit encore la souffrance. Sophie développe progressivement une méfiance instinctive envers les forces de l'ordre, sentiment paradoxal pour l'épouse d'un policier. L'inspectrice Claire Fontaine, malgré son professionnalisme reconnu, avoue sa perplexité face à cette affaire. En 20 années de carrière, je n'ai jamais vu une disparition aussi nette, aussi complète. C'est comme si Brice Lacroix avait été littéralement volatilisé, confie-t-elle à son supérieur hiérarchique lors du bilan annuel de 2020. Paul Mercier, rongé par la culpabilité, développe des troubles anxieux qui affectent progressivement ses performances professionnelles. En septembre 2020, il demande sa mutation vers un poste administratif. Cette décision, approuvée par sa hiérarchie, marque symboliquement la fin de l'équipe Lacroix-Mercier, qui avait si bien fonctionné pendant 3 années. Le nouveau partenaire de Mercier, l'adjudant Michel Dubois, 32 ans, récemment arrivé de Lyon, découvre un homme profondément marqué par les événements. Paul ne parlait jamais directement de Brice, mais je sentais constamment sa présence fantomatique entre nous, témoignera-t-il plus tard. C'était comme patrouiller avec un mort vivant. L'année 2021 s'écoule dans une routine d'enquête de plus en plus espacée. Les investigations, désormais limitées à la vérification occasionnelle de témoignages sporadiques, ne mobilisent plus les mêmes moyens. L'affaire Lacroix rejoint progressivement le classeur des cold cases, ces enquêtes non résolues qui hantent les commissariats. Sophie Lacroix, encouragée par sa psychologue, accepte finalement de rencontrer d'autres familles de disparus lors de réunions de soutien organisées par une association marseillaise. Ces échanges, initialement difficiles, l'aident progressivement à comprendre qu'elle n'est pas seule dans sa souffrance.
Partager avec des gens qui vivent la même chose m'a fait comprendre qu'on peut survivre à l'insupportable, explique-t-elle. L'été 2021 marque une évolution psychologique importante pour Emma et Lucas. Les enfants, désormais âgés de 13 et 10 ans, ont développé des mécanismes d'adaptation plus matures. Emma envisage de devenir policière pour retrouver papa et aider d'autres familles comme la nôtre. Lucas, plus pragmatique, a cessé de poser des questions sur le retour de son père, acceptant progressivement l'idée que certaines réponses n'existent peut-être pas. Le mercredi 15 juin 2022, vers 6 heures du matin, Marcel Vignon se réveille dans l'abri de fortune qu'il a aménagé sous le pont de la Joliette. Cet homme de 52 ans, sans domicile fixe depuis 8 années, connaît parfaitement les rythmes de la ville qui s'éveille. Ancien menuisier au chômage depuis la fermeture de son entreprise en 2014, Marcel a progressivement sombré dans l'alcoolisme, puis dans la rue après la mort de sa compagne d'un cancer en 2016. Ce matin-là, Marcel ressent une détermination inhabituelle. La veille, une émission de télévision diffusée dans le foyer d'accueil où il prend parfois ses repas a ravivé des souvenirs qu'il tente d'oublier depuis près de 4 années. Le reportage, consacré aux familles de policiers disparus, présentait le témoignage poignant de Sophie Lacroix. « Je n'arrive toujours pas à accepter que Brice ait pu disparaître comme ça, sans laisser la moindre trace », déclarait-elle face à la caméra. Marcel, assis dans le fond de la salle commune, avait soudain pâli en entendant ce nom. Brice Lacroix. Des images floues mais persistantes remontent à sa mémoire. Fragment d'une nuit qu'il a passé 4 années à essayer d'oublier dans l'alcool et les drogues de substitution. Le 23 octobre 2018, Marcel vivait encore dans la Castellane. Pas dans un appartement, mais dans une cave abandonnée de la tour C qu'il avait transformée en abri de fortune. Sa situation précaire l'avait amené à développer une discrétion absolue pour éviter d'être expulsé par les services sociaux ou les forces de l'ordre. Cette nuit-là, vers minuit, Marcel était sorti de sa cache pour chercher de la nourriture dans les poubelles du quartier. Sa progression silencieuse entre les bâtiments lui avait permis d'observer une scène qui l'avait profondément marqué, sans qu'il comprenne alors sa véritable signification. Caché derrière un conteneur métallique, Marcel avait vu 3 hommes en uniforme de police traîner un 4e homme, également en uniforme, vers une berline sombre. L'homme traîné ne semblait pas conscient, sa tête pendant mollement sur le côté. Les 3 autres policiers, dont Marcel distinguait mal les visages dans l'obscurité, agissaient avec une efficacité troublante, comme s'ils avaient l'habitude de ce type d'opération. La scène, qui avait duré moins de 3 minutes, s'était gravée dans la mémoire de Marcel avec une netteté surprenante, malgré son état d'ébriété chronique de l'époque. Le bruit sourd du corps tombant dans le coffre, les portières qui claquent discrètement, le ronronnement feutré du moteur qui s'éloigne vers la sortie de la cité. Pendant 4 années, Marcel avait refoulé ce souvenir, le classant mentalement parmi les hallucinations liées à son alcoolisme. La rue, la drogue et la misère quotidienne avaient progressivement relégué cet épisode au rang de cauchemar récurrent. Mais le visage de Sophie Lacroix à la télévision, sa douleur évidente, ont brutalement ramené ces images à la surface de sa conscience. « Je ne peux plus me taire », murmure Marcel en se levant péniblement de sa couche improvisée. Ses articulations, rongées par l'humidité et les nuits passées sur le béton, protestent douloureusement. Mais sa décision est prise. Il doit raconter ce qu'il a vu cette nuit-là. Le trajet jusqu'au commissariat du 13e arrondissement prend à Marcel près de 2 heures. Ses moyens financiers ne lui permettent pas de prendre les transports en commun, et sa condition physique limitée l'oblige à faire de nombreuses pauses. À chaque arrêt, il hésite, se demandant si sa parole aura quelque crédibilité face à des policiers habitués aux divagations des marginaux. 8h30. Marcel Vignon pousse timidement la porte vitrée du commissariat. Son apparence, vêtements sales, barbe hirsute, odeur corporelle prononcée, suscite immédiatement la méfiance de l'agent d'accueil. « Qu'est-ce que vous voulez ?» lance sèchement le brigadier de service, habitué aux visites matinales d'alcooliques réclamant l'asile pour quelques heures. « J'ai des informations sur le policier disparu. »« Brice Lacroix !»
balbutie Marcel, intimidé par l'environnement institutionnel. Sa voix, éraillée par des années de tabagisme et d'alcool, porte néanmoins une conviction qui interpelle l'agent d'accueil. Le brigadier, formé à distinguer les témoignages sérieux des délires habituels, note quelque chose de différent dans l'attitude de cet homme. « Attendez-moi là !» lui dit-il en désignant une chaise en plastique dans le hall d'entrée. « Je vais prévenir un inspecteur. » 15 minutes plus tard, l'inspectrice Claire Fontaine descend au rez-de-chaussée. Malgré ses préjugés naturels face à l'apparence de Marcel, son expérience professionnelle lui a appris à ne jamais négliger un témoignage potentiel, même venant d'une source apparemment peu fiable. « Monsieur Vignon, c'est bien ça ?» Marcel acquiesce nerveusement. « Vous dites avoir des informations sur la disparition du sergent Lacroix. Pouvez-vous me dire de quoi il s'agit ?» La voix de l'inspectrice, ferme mais bienveillante, rassure légèrement Marcel. « J'étais là cette nuit-là. J'ai vu ce qui s'est passé, » commence Marcel, sa voix tremblant légèrement. « J'ai vu des policiers emmener votre collègue. Il était inconscient. Ils l'ont mis dans le coffre d'une voiture. » L'inspectrice Fontaine ressent immédiatement un frisson parcourir son échine. Après 4 années d'enquête stérile, voici peut-être enfin le témoignage qu'elle attendait. Mais elle doit rester prudente. Les faux témoignages sont fréquents dans les affaires médiatisées. Monsieur Vignon, ce que vous me dites là est très grave. Accepteriez-vous de faire une déposition complète? Cela peut prendre plusieurs heures. Marcel hoche la tête avec détermination. Je veux juste que cette famille sache la vérité. Ça fait 4 ans que je porte ça en moi. La déposition de Marcel Vignon commence à 9 heures précises dans le bureau de l'inspectrice Fontaine. La pièce, austère mais fonctionnelle, est équipée d'un système d'enregistrement numérique qui capture chaque parole, chaque hésitation du témoin. Claire Fontaine, assistée du lieutenant Thomas Ray, spécialiste des auditions sensibles, aborde méthodiquement chaque détail du témoignage. « Monsieur Vignon, je vais d'abord vous demander de me décrire précisément votre situation le 23 octobre 2018, » commence l'inspectrice. Cette approche, destinée à établir la crédibilité du témoin, permet également de détecter d'éventuelles incohérences dans son récit. Marcel, malgré sa nervosité évidente, fournit des détails d'une précision troublante. Il décrit l'aménagement de sa cache dans la cave de la tour C, les horaires de ses sorties nocturnes pour éviter les patrouilles, les habitudes des résidents qu'il observait discrètement. Cette connaissance intime du quartier, vérifiable par recoupement, renforce progressivement la crédibilité de son témoignage. Vers minuit, je suis sorti pour chercher de la nourriture. C'était mon habitude. Attendre que le quartier soit vraiment calme pour fouiller les poubelles sans être vu, explique Marcel. Je me dirigeais vers les conteneurs près de la pharmacie quand j'ai entendu des voix étouffées. L'inspectrice Fontaine interrompt. « Des voix étouffées? Pouvez-vous être plus précis ?» Marcel ferme les yeux, se concentrant sur ses souvenirs. Pas des cris, plutôt des chuchotements urgents. Des ordres donnés à voix basse, comme des gens qui ne voulaient pas se faire repérer. Le récit se précise progressivement. Marcel décrit sa progression prudente vers la source des bruits, sa cachette derrière le conteneur métallique, l'angle de vision qui lui permettait d'observer la scène sans être vu. Chaque détail topographique est vérifié en temps réel par le lieutenant Ray sur les plans du quartier. J'ai d'abord vu la voiture, une berline sombre, allemande je crois. BMW ou Mercedes, je ne distinguais pas bien dans l'obscurité. Le moteur tournait au ralenti, très silencieux. Marcel marque une pause, ses mains tremblent légèrement. Et puis j'ai vu les 3 hommes qui transportèrent le 4e. L'inspectrice Fontaine sent son pouls s'accélérer. Ces 3 hommes, pouvez-vous les décrire? Marcel se concentre intensément. Ils portaient des uniformes de police, ça j'en suis certain. Mais quelque chose clochait dans leur comportement. Ils agissaient comme des professionnels, mais pas comme des policiers normaux. Cette distinction subtile intrigue les enquêteurs. Que voulez-vous dire par « pas comme des policiers normaux » Marcel hésite, cherchant ses mots. Les policiers que je croisais dans le quartier parlaient toujours entre eux, même pendant les arrestations. Là, ils travaillaient en silence total, avec des gestes précis, coordonnés, comme des militaires.
La description de l'homme inconscient correspond parfaitement au signalement de Brice Lacroix. La taille, la corpulence, la couleur des cheveux visibles malgré l'obscurité. Marcel se souvient même d'un détail troublant. Sa tête pendait bizarrement sur le côté, mais je voyais qu'il respirait encore. Sa poitrine se soulevait régulièrement. L'audition se poursuit pendant près de 4 heures. Marcel, malgré sa fatigue évidente, maintient la cohérence de son récit. Chaque question de vérification, chaque demande de précision reçoit une réponse détaillée et plausible. L'inspectrice Fontaine, habituée aux faux témoignages, ne décèle aucun signe de fabulation. À 13 heures, une pause s'impose. Marcel, épuisé par l'effort de concentration, accepte le repas proposé par les services du commissariat. Pendant ce temps, Claire Fontaine et le lieutenant Ray analysent les premiers éléments recueillis. « Thomas, qu'est-ce que tu en penses ?» demande l'inspectrice à son collègue. Son récit tient la route. Les détails topographiques sont exacts, la chronologie cohérente. Et surtout, il nous apporte des éléments qu'aucune enquête n'avait révélés. Le lieutenant Ray acquiesce mais reste prudent. Il faut vérifier s'il n'a pas eu accès aux éléments de l'enquête par la presse ou d'autres sources. La reprise de l'audition à 14 heures se concentre sur les détails les plus sensibles. « Monsieur Vignon, ces 3 hommes en uniforme, avez-vous pu distinguer leur visage ?» Marcel secoue la tête. L'éclairage était trop faible, et ils tournaient le dos à ma position la plupart du temps. Mais j'ai remarqué que l'un d'eux était plus grand que les autres, avec une démarche particulière. Cette démarche particulière intrigue les enquêteurs. Marcel l'a décrit comme légèrement claudicante, comme quelqu'un qui aurait eu une blessure à la jambe gauche. Ce détail, très spécifique, pourrait constituer un élément d'identification crucial si les suspects sont retrouvés. L'inspectrice Fontaine aborde alors la question la plus délicate. « Monsieur Vignon, pourquoi avoir attendu 4 années pour nous faire part de ce témoignage ?» Marcel baisse les yeux, visiblement honteux. « J'étais dans un état... J'avais des problèmes d'alcool, de drogue aussi parfois. Je pensais que c'était peut-être une hallucination, un cauchemar. » Cette explication, psychologiquement cohérente, correspond au profil habituel des témoins marginalisés. L'inspectrice Fontaine a déjà rencontré des cas similaires. Des personnes en situation précaire qui refusent de témoigner par peur ou par manque de confiance en leur propre perception. « Et qu'est-ce qui vous a décidé à venir aujourd'hui ?» Marcel relève la tête. Ses yeux brillent d'une détermination nouvelle. « J'ai vu sa femme à la télé hier, cette dame qui souffre encore après toutes ces années. Je me suis dit que je n'avais pas le droit de garder ça pour moi. » À 15h30, l'audition se termine. Marcel Vignon a fourni un témoignage de 16 pages dactylographiées, détaillé et cohérent. L'inspectrice Fontaine, malgré sa prudence professionnelle, sent qu'une nouvelle phase de l'enquête vient de commencer. « Monsieur Vignon, nous allons vérifier tous les éléments que vous nous avez communiqués. En attendant, accepteriez-vous de vous rendre sur les lieux avec nous pour préciser certains détails ?» Marcel acquiesce sans hésiter. « Je veux aider autant que possible. Cette famille mérite de savoir la vérité. » Le capitaine Giraud, informé immédiatement des développements, prend la décision de rouvrir officiellement l'enquête Lacroix. Cette décision, qui mobilise des moyens considérables, témoigne de l'importance accordée au témoignage de Marcel. Après 4 années de mystère complet, nous tenons peut-être enfin une piste sérieuse, déclare-t-il lors de la réunion d'équipe convoquée dans l'urgence. La reconstitution sur les lieux, programmée pour le lendemain, va permettre de vérifier la plausibilité physique du témoignage. Marcel devra retrouver exactement sa position d'observation, décrire précisément les angles de vision, confirmer les distances mentionnées dans sa déposition. Mais déjà, des vérifications préliminaires troublantes commencent à émerger. L'analyse des plannings de service révèle qu'aucune autre équipe de police n'était officiellement présente dans la Castellane cette nuit-là. Si le témoignage de Marcel est exact, les 3 hommes en uniforme agissaient donc en dehors de toute mission officielle. Cette découverte fait froid dans le dos aux enquêteurs. Elle suggère que la disparition de Brice Lacroix pourrait être liée à des agissements internes à la police, hypothèse qui n'avait jamais été sérieusement envisagée auparavant.
L'inspectrice Fontaine sent que l'affaire vient de prendre une dimension infiniment plus complexe et dangereuse. Le jeudi 16 juin 2022, à 8 heures du matin, l'équipe d'enquête se retrouve sur les lieux de la disparition. Marcel Vignon, accompagné de l'inspectrice Fontaine et du lieutenant Ray, guide les enquêteurs vers sa position d'observation de cette nuit d'octobre 2018. La précision de ces indications, vérifiées au mètre près, renforce encore la crédibilité de son témoignage. « C'est exactement ici que j'étais caché », indique Marcel en se positionnant derrière le conteneur métallique. L'inspectrice Fontaine constate que l'angle de vision correspond parfaitement aux descriptions fournies la veille. La distance jusqu'à la zone où se trouvait le véhicule suspect, 23 mètres selon les mesures effectuées, permet effectivement de distinguer des silhouettes et des mouvements sans pouvoir identifier précisément les visages. La reconstitution révèle un détail troublant que Marcel n'avait pas mentionné dans sa déposition initiale. « Attendez, dit-il soudain, je me souviens maintenant. Au moment où ils ont fermé le coffre, l'un des 3 hommes a regardé dans ma direction. J'ai eu l'impression qu'il m'avait vu. Cette information nouvelle fait l'effet d'une bombe dans l'équipe d'enquête. Si Marcel a effectivement été repéré cette nuit-là, sa survie pendant 4 années relève du miracle. « Qu'avez-vous fait à ce moment-là » demande anxieusement l'inspectrice Fontaine. « Je me suis figé contre le conteneur. L'homme a regardé quelques secondes, puis il est monté dans la voiture. Je pense qu'il n'était pas certain de m'avoir vu quelqu'un. » Cette révélation pousse l'inspectrice Fontaine à prendre une décision lourde de conséquences, placer Marcel Vignon sous protection policière immédiate. « Monsieur Vignon, si votre témoignage est exact et tout indique que c'est le cas, vous pourriez être en danger. Acceptez-vous une protection ?» Marcel, conscient des implications, acquiesce sans hésiter. Pendant que Marcel est conduit dans un foyer sécurisé, l'enquête prend une tournure interne particulièrement délicate. Le capitaine Giraud, en accord avec la direction départementale, décide de mener discrètement des vérifications sur tous les policiers présents au commissariat en octobre 2018. Cette démarche, exceptionnelle et sensible, nécessite l'intervention des services d'inspection générale. L'analyse des plannings révèle qu'officiellement, seules 3 équipes étaient en service cette nuit-là. Celle de Lacroix-Mercier, une équipe de la BAC, brigade anticriminalité, et une patrouille de police secours. Mais un élément trouble cette belle ordonnance administrative. Les registres de véhicules indiquent qu'une berline de service supplémentaire était sortie du garage cette nuit-là, sans justification officielle. Cette découverte, faite le vendredi 17 juin, bouleverse l'enquête. Le véhicule en question, une BMW 535 noire immatriculée dans les Bouches-du-Rhône, avait été officiellement déclarée en maintenance. Pourtant, le compteur kilométrique indique clairement qu'elle a roulé cette nuit-là. L'inspectrice Fontaine, accompagnée d'un expert en criminalistique, examine minutieusement ce véhicule stocké dans le garage du commissariat. Malgré un nettoyage manifestement approfondi, l'analyse aux lumières forensiques révèle des traces de sang dans le coffre. Ces traces, prélevées pour analyse ADN, pourraient constituer la preuve formelle du crime. Parallèlement, l'enquête interne commence à révéler des connexions troublantes. Le lieutenant Paul Mercier, ancien équipier de Lacroix, fait l'objet d'une surveillance discrète. Son comportement depuis la disparition, initialement attribué à la culpabilité et au trauma, pourrait masquer une implication directe dans les événements. Le lundi 20 juin, les résultats ADN tombent comme un coup près. Le sang trouvé dans le coffre appartient bien à Brice Lacroix. Cette confirmation scientifique transforme officiellement l'enquête pour disparition en enquête pour homicide. Le parquet de Marseille saisit immédiatement, nomme un juge d'instruction spécialisé dans les affaires criminelles complexes. L'enquête prend alors une dimension qui dépasse largement le cadre d'un simple crime. Les écoutes téléphoniques, autorisées par le juge d'instruction, révèlent l'existence d'un réseau de corruption impliquant plusieurs policiers du commissariat. Ces conversations, enregistrées entre le 20 et le 25 juin, dévoilent progressivement l'ampleur du système. Le mercredi 22 juin, une conversation téléphonique entre Paul Mercier et un interlocuteur non identifié révèle des éléments cruciaux.
Celui de la Castellane commence à parler, il faut gérer ça rapidement. Cette phrase, analysée par les spécialistes, semble faire référence directe au témoignage de Marcel Vignon. L'inspectrice Fontaine comprend immédiatement que l'enquête a atteint un point de non-retour. Les policiers impliqués dans la disparition de Lacroix sont maintenant au courant de l'existence du témoin. La protection de Marcel devient une priorité absolue, tandis que les arrestations doivent être effectuées dans les plus brefs délais. Le jeudi 23 juin 2022, exactement 4 années après la disparition de Brice Lacroix, l'opération Justice est déclenchée. À 6 heures du matin, simultanément, 4 domiciles sont perquisitionnés et 4 policiers arrêtés. Paul Mercier, le lieutenant Simon Blanchard de la BAC, l'adjudant Marcel Fabre et le brigadier-chef Antoine Morelli. L'interrogatoire de Paul Mercier, mené par l'inspectrice Fontaine en présence d'un avocat, révèle progressivement la vérité sur la disparition de son ancien équipier. Face à l'accumulation de preuves, témoignages de Marcel Vignon, traces ADN, écoutes téléphoniques, Mercier finit par avouer sa participation à l'enlèvement. « Brice avait découvert notre système », explique-t-il d'une voix brisée. « Depuis 3 ans, nous utilisions les locaux du commissariat pour stocker de la marchandise en transit. Les dealers payaient pour que leur stock soit à l'abri des autres équipes de police. C'était un système parfait. Qui oserait fouiller un commissariat ? La révélation de ce système de corruption dépasse toutes les hypothèses envisagées par les enquêteurs. Les policiers impliqués avaient transformé une partie des locaux officiels en entrepôts pour trafiquants, moyennant des sommes considérables. Cette activité, organisée depuis 2015, générait des revenus mensuels dépassant 50 000 € par personne. Le 23 octobre, Brice était tombé par hasard sur notre planque en cherchant des dossiers dans les archives. Il avait vu les sacs de cocaïne, les liasses de billets. Sa réaction a été immédiate. Il voulait tout révéler à la hiérarchie dès le lendemain matin. Continue Mercier, les larmes aux yeux. L'inspectrice Fontaine, malgré son expérience, peine à contenir son émotion face à ces révélations. « Et vous avez décidé de l'en empêcher ?» demande-t-elle. Mercier acquiesce silencieusement. « Nous avions trop à perdre. Nos familles, nos maisons, tout était financé par cet argent. Blanchard a dit qu'il fallait neutraliser le problème avant qu'il ne parle. Le plan mis en œuvre cette nuit-là révèle un niveau de préméditation glaçant. Profitant de leur connaissance parfaite des procédures et des horaires, les 4 policiers corrompus avaient organisé l'enlèvement de leurs collègues avec une précision chirurgicale. Mercier avait pour mission d'attirer Lacroix vers la tour D sous un prétexte fallacieux, pendant que les 3 autres préparaient l'embuscade. Nous avions prévu de l'assommer et de le séquestrer quelques jours, le temps de déménager notre stock et de trouver un autre arrangement. Mais Brice s'est débattu plus que prévu. Le coup de matraque de Blanchard a été trop violent. Avoue Mercier, son visage défiguré par la culpabilité. Cette confession révèle que la mort de Brice Lacroix n'était pas prévue initialement. L'homicide, résultat d'une violence disproportionnée, a transformé un projet de neutralisation temporaire en meurtre. Face à cette situation, les 4 complices ont pris la décision de faire disparaître définitivement le corps. Nous l'avons transporté dans les Calanques, près de Cassis. Blanchard connaissait un endroit isolé, une faille entre les rochers accessibles uniquement à marée basse. Nous avons lesté le corps avec des chaînes volées dans un chantier naval, détaille Mercier avec une précision horrifiante. L'inspectrice Fontaine interrompt l'interrogatoire pour organiser immédiatement des recherches dans le secteur indiqué. Les plongeurs de la gendarmerie maritime, accompagnés d'experts en océanographie, se dirigent vers les Calanques pour tenter de localiser la dépouille de Brice Lacroix. Pendant ce temps, les interrogatoires des 3 autres suspects confirment et complètent la version de Mercier. Simon Blanchard, leader présumé du groupe, maintient d'abord son innocence avant de s'effondrer face aux preuves. Sa confession révèle l'existence d'un réseau de corruption plus vaste, impliquant des contacts avec des organisations criminelles corses et italiennes. Notre système fonctionnait parfaitement depuis 3 ans. Nous protégions les stocks des Corses contre les raids des Italiens et vice-versa,
C'était un service de sécurité payant, rien de plus, tente de justifier Blanchard. Cette vision cynique du métier de policier illustre la dérive morale profonde de ces hommes. Le vendredi 24 juin 2022, les plongeurs de la gendarmerie maritime localisent effectivement des restes humains dans la faille rocheuse indiquée par Paul Mercier. La dépouille, remarquablement conservée par l'eau salée et protégée des courants, est remontée avec d'infinies précautions. L'identification formelle par analyse dentaire confirme qu'il s'agit bien de Brice Lacroix. Cette découverte, après 4 années d'incertitude, provoque un bouleversement émotionnel considérable pour sa famille. Sophie Lacroix, informée par l'inspectrice Fontaine, traverse simultanément toutes les phases du deuil en quelques heures. Soulagement de savoir enfin la vérité, colère contre les assassins, tristesse de la confirmation de la mort de son mari. « Au moins, maintenant, je sais qu'il n'a pas choisi de nous abandonner », déclare-t-elle à travers ses larmes. Brice est mort en restant fidèle à ses valeurs. C'est un héros qui a refusé la corruption. Cette vision, qui transforme progressivement la douleur en fierté, aide Sophie à commencer son véritable processus de deuil. Emma et Lucas, maintenant âgés de 14 et 11 ans, réagissent différemment à la révélation de la vérité. Emma, toujours déterminée à devenir policière, voit dans cette affaire la confirmation que certains combats valent la peine d'être menés, même au péril de sa vie. Lucas, plus pragmatique, trouve enfin la paix intérieure qui lui permettra de construire son avenir sans le poids de l'incertitude. Au commissariat du 13e arrondissement, la révélation du réseau de corruption provoque un séisme institutionnel. Le capitaine Giraud, innocenté par l'enquête interne, doit néanmoins gérer la reconstruction complète de la confiance au sein de ses équipes. Comment avons-nous pu travailler 4 années aux côtés d'assassins sans rien voir ? S'interroge-t-il amèrement. L'enquête révèle que le système de corruption mis en place par les 4 policiers avait généré plus de 2 millions d'euros de profit sur 3 années. Cette somme astronomique, dissimulée dans des comptes offshore et des investissements immobiliers, illustre l'ampleur de la dérive criminelle. Les saisies patrimoniales permettront d'indemniser partiellement la famille Lacroix. Marcel Vignon, dont le témoignage a permis de résoudre l'affaire, bénéficie d'un programme de réinsertion sociale. L'Association des familles de policiers victimes du devoir, créée suite à cette affaire, lui offre un logement stable et un accompagnement psychologique. « J'ai enfin l'impression d'avoir fait quelque chose d'utile dans ma vie », confie-t-il. Le procès des 4 policiers corrompus, qui s'ouvre en mars 2023, devient un symbole de la lutte contre la corruption dans les forces de l'ordre. Paul Mercier, en raison de sa coopération avec la justice, écope de 15 années de réclusion criminelle. Simon Blanchard, reconnu comme le chef du réseau, est condamné à 25 ans de prison. Marcel Fabre et Antoine Morelli reçoivent chacun 18 années d'emprisonnement. Ces condamnations exemplaires marquent un tournant dans la perception publique de cette affaire. La presse, qui avait initialement évoqué un simple fait divers, comprend progressivement qu'elle assiste à la révélation d'un système de corruption d'une ampleur inédite. Les médias nationaux s'emparent du dossier, transformant Brice Lacroix en symbole du policier intègre mort pour ses convictions. L'impact de cette affaire dépasse largement le cadre marseillais. Le ministère de l'Intérieur met en place de nouvelles procédures de contrôle interne, notamment des audits surprises dans les commissariats et un système de signalement anonyme pour les policiers témoins d'irrégularités. Ces mesures, directement inspirées par l'affaire Lacroix, visent à prévenir de nouveaux drames similaires. Sophie Lacroix trouve progressivement la force de transformer sa douleur en engagement. Elle crée une association d'aide aux familles de policiers victimes de la corruption, proposant un soutien psychologique et juridique. Brice aurait voulu que sa mort serve à quelque chose. Si notre histoire peut éviter d'autres drames, son sacrifice aura un sens, explique-t-elle. L'inspectrice Claire Fontaine, promue commandant suite à la résolution de cette affaire, garde un souvenir particulier de cette enquête. C'est Marcel Vignon qui nous a donné la clé de l'énigme. Sans son courage,
Brice Lacroix serait resté un disparu anonyme et 4 policiers corrompus auraient continué leurs activités criminelles. La cérémonie d'hommage à Brice Lacroix, organisée en septembre 2023, rassemble plus de 1000 personnes dans la cathédrale de la Major à Marseille. Le préfet des Bouches-du-Rhône remet à titre posthume la médaille d'honneur de la police nationale à un homme qui a préféré mourir plutôt que de trahir ses valeurs. Emma Lacroix, maintenant âgée de 15 ans, prononce un discours lors de cette cérémonie qui marque définitivement les esprits. « Mon père nous a appris que l'intégrité n'a pas de prix. Sa mort nous montre qu'il y a des combats qui méritent qu'on y sacrifie sa vie. Je serai policière pour continuer son combat. » Cette affaire a également révélé l'importance cruciale des témoins marginalisés dans la résolution d'enquêtes complexes. Marcel Vignon, longtemps considéré comme un citoyen de seconde zone en raison de sa situation sociale, a prouvé que la vérité peut émerger des voies les plus inattendues de la société. L'héritage de Brice Lacroix dépasse aujourd'hui le cadre strictement policier. Son histoire est enseignée dans les écoles de police comme exemple d'intégrité professionnelle. Des promotions d'élèves policiers portent son nom, perpétuant le souvenir d'un homme qui a choisi de mourir plutôt que de se compromettre. Paul Mercier, depuis sa cellule de la maison d'arrêt de Luynes, a écrit une lettre à Sophie Lacroix en juin 2023. « Je sais que mes excuses ne ramèneront jamais votre mari, mais je veux que vous sachiez que pas un jour ne passe sans que je regrette nos actes. Brice était un homme bien, et nous l'avons tué par lâcheté et cupidité. » Cette lettre, que Sophie a choisi de rendre publique, illustre la complexité humaine de cette tragédie. Elle montre comment des hommes ordinaires peuvent basculer dans le crime par petites compromissions successives, jusqu'à devenir capables du pire. Aujourd'hui, la Castellane a retrouvé une certaine tranquillité. Le démantèlement du réseau de corruption a permis aux forces de l'ordre de reprendre le contrôle du quartier. Les trafiquants, privés de leur protection policière, ont vu leurs activités considérablement réduites. Les habitants, témoins de cette transformation, comprennent mieux l'importance de l'intégrité des forces de l'ordre. Cette affaire nous montre comment la corruption peut gangrener les institutions les plus respectées de notre société, mais aussi comment le courage d'un seul homme peut faire triompher la vérité. Brice Lacroix a payé de sa vie son refus de la compromission, transformant sa mort en symbole d'intégrité. Marcel Vignon nous rappelle que la justice peut venir des voies les plus improbables et que chaque témoignage compte dans la quête de vérité. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Avez-vous perçu les signaux qui annonçaient la révélation finale? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez été touché par ce récit de courage et d'intégrité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez votre like si cette enquête vous a marqué et partagez-la avec ceux qui s'intéressent aux affaires criminelles réelles.